Le RHDP du président Alassane Dramane Ouattara est-il impliqué dans l'attaque contre le Mali? Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Est-ce que le RHDP d'Alassane Ouattara a quelque chose à voir avec ce qui arrive aux Maliens au Mali aujourd'hui? Je vais être clair avec vous, hein? Oui. Selon les informations qui nous parviennent en ce moment, parmi les terreaux qui ont été neutraux et ceux qui ont été arrêtés, il y a plus de 192 qui viendraient de la Côte d'Ivoire ou qui seraient ivoiriens. Alors, c'est les informations qui nous parviennent en ce moment. Et comme vous le savez tous, il y a un audio sur la toile qui traîne où Dramane Ouattara dit clairement non, la Russie ne peut pas les protéger, la Russie leur donne des vieilles armes, la Russie est ceci, la Russie est cela. Chers frères, on sait très bien que le groupe RHDP d'Alassane Ouattara sont complices dans ce qui arrive aujourd'hui à l'AES. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'AES, ce sont les dirigeants de l'AES eux-mêmes qui l'ont dit. Ils le disent toujours. Et il y a un pays voisin du Mali qui a été cité dans cette affaire. Un pays voisin du Mali qui a été cité dans cette affaire. Les gens peuvent parler de l'Algérie. Pour l'Algérie, ça on le savait déjà il y a bien longtemps, que eux là, ils hébergent les terreaux chez eux là-bas. Eux, on a vu qu'ils ont abattu le drone malien ici, on a compris qu'eux ils sont déjà complices. Voilà. Mais ce qui vient de se passer là, on parle d'un pays voisin, voilà, qui est impliqué dedans. Ils ont cité l'Ukraine, ils ont cité les Occidentaux, les Européens, et ils ont cité un pays voisin du Mali, qui fait frontière avec le Mali. Donc, ne vous étonnez pas si demain, lorsqu'ils vont commencer à interroger les terreaux, si les terreaux commencent à citer Côte d'Ivoire dans cette histoire, ne vous étonnez pas. Et ne pensez pas que le Mali va rester là sans rien faire, sans répliquer. Alors, donc, apprêtez-vous aux conséquences. Voilà. Et puis, il faut savoir une chose. Dramane Ouattara, aujourd'hui, ne prend plus de décisions. C'est un Brahima Ouattara du RHDP qui est derrière tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au RHDP, les faux trucs qui sont aujourd'hui faits en Côte d'Ivoire, il est dedans. C'est lui le boss. C'est un Brahima Ouattara. Alors, chers frères, il y a certaines personnes qui disent, mais soldat, tu es toujours le président Gbagbo, tu es derrière lui, tu n'aimes pas Dramane Ouattara, tu n'aimes pas le RHDP, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais toujours rester Gbagbo jusqu'à la fin. Ça, je vous le dis directement. Et le RHDP là, je ne vais jamais aimer le RHDP jusqu'à ma fin. Peut-être vous n'avez pas compris. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à mon père et à ma mère. Parce que ma mère est Dida. Mon père là, c'est un abbé. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Mais le président Gbagbo Leroy est là pour vous expliquer. Donc, écoutez. Ce petit que vous voyez là, en 2005, quand nous étions dans la tourmente, il y avait les jeunes patriotes qui luttaient. Et lui, il a vu des chars français venir. Il ne sait pas où ils vont. Mais il a vu que des chars français vont rentrer dans Beauville. Au niveau de Yapo, il s'est couché devant les chars. Il s'est couché devant les chars, obligeant les chars à s'arrêter. Et quand les chars se sont arrêtés, bon, ils ne savaient pas quoi faire. Les autres jeunes du village sont venus, ils ont envahi la route, ils se sont tous couchés là, ils se sont assis. Et les chars ont été obligés de rebrousser chemin. Alors j'ai dit que, pour moi, c'est la continuité des abeilles dans ce qu'ils ont de plus noble et de plus grand. Quand un abeille pense qu'une chose peut être menaçante pour la survie de sa société, non seulement il dit non, mais il pose des actes qui font que cette action n'ait pas lieu. On l'a vu pour nous autres qui, dans notre génération, avaient étudié l'histoire de la conquête de cette région. On l'a vu. On l'a vu au moment de la lutte pour les indépendances. Je l'ai rappelé à Grand Mourier. Et
aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, on le voit encore avec ce petit. Bravo. Petit, d'être ce que tes pères furent et d'enseigner demain à vos enfants, à nos enfants, ce qu'ils devront être pour être dignes de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le commandant Dia, amenez-le-moi à Abidjan dans la semaine. Et nous allons faire pour lui ce qu'il voudra qu'on fasse. Voilà. Amenez-le-moi à Abidjan dans les 2 jours, avant vendredi. Amenez-le-moi à Abidjan. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, le président Baba a fini d'expliquer. Hein. Voilà, c'est dans notre nature de nous comporter ainsi. Voilà, on reste fidèle jusqu'à la mort. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, si vous voyez des gens qui font des vidéos, qui disent qu'eux là, ils sont à Baie, et puis ils sont avec Draman Ouattara, sachez une chose, c'est que les vieilles là, elles ont trompé leur papa. C'est que leur sang là n'est pas à Baie. Si tu vois quelqu'un qui dit que lui il est à Baie, et puis lui il est avec Draman Ouattara, il travaille pour Draman Ouattara, mon ami, dis-toi que lui là, ce n'est pas un abbé. Son sang là, non, c'est pas abbé. Sa vieille a trompé son papa. Donc, sachez une chose, cette lutte là, on va la mener jusqu'à la fin. On va la mener jusqu'à la fin. Ce qui arrive vers vous là, vous n'allez pas pouvoir supporter. Ce que vous avez commencé là, est-ce que vous pouvez terminer? Ce n'est pas ces nouveaux Ivoiriens là, hein, ceux-là qui regardent la Côte d'Ivoire, Marie qui souffrent, ils ont faim, et puis ils regardent, et puis voilà, c'est le houbisme, les histoires de ex-stars sur Facebook qui les intéressent. Non, hein. C'est pour ça qu'on voit les gens aujourd'hui qui viennent dire, aujourd'hui ils rentrent au PPACI, le lendemain ils sortent et puis ils disent qu'il a mené une bataille là. C'est comme on a fait là, hein. Vous là, vous n'avez pas encore fait, bon, vous n'avez rien fait encore. Rien du tout. Venez parler. Pareil, il y a d'autres qui disent hey, vous êtes en France et puis vous parlez. C'est ce qu'on a fait au pays là. Vous là. Vous n'avez pas. Vous n'êtes même pas encore rapproché de ça. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes très loin de ça. Nous là, depuis le pays, on a mené la bataille. Et puis dans nos sangs là, c'est Gbagbo. Dans nos sangs là, c'est la liberté. Dans nos sangs là, on dit que ceux-là, Draman Ouattara qui est venu dire les Ivoiriens là, on ne veut pas de lui à la tête de notre État. C'est là. Donc quand ils vont aujourd'hui, ceux qui viennent, hey, vous êtes en France, on a fait pour nous, et puis on continue dedans. C'est ce qu'on fait aujourd'hui là. On est menacé encore. Malgré qu'on a fait pire que ce que nous sommes en train. Aujourd'hui on dit non, soldat tu parles dans le téléphone, mais ce qu'il a fait dans le passé là, il a fait pire que ce que je suis en train de vous dire comme ça là. Dans le téléphone là, il a déjà fait pire que ça. Pourtant, vous n'êtes même pas encore rapproché de ça. Ce qu'il a fait. Donc là, cette lutte là, on dit, on va la mener jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Draman n'est plus là. C'est son petit qui gère. Mais lui là, très bientôt, ça vient vers lui. Ça vient vers lui. Ce qui s'est passé le 25 avril 2026, l'assassinat du général de corps d'armée Sadio Camara avec sa famille, est ce qui avait été annoncé en 2022 par Alassane Ouattara. Il a dit qu'il fallait les prendre au sérieux et il donne les raisons pour lesquelles il faut prendre Sadio Camara au sérieux. C'est que celui-ci est déterminé à sortir le Mali aux côtés du président Assimi Goïta de la domination française, de la domination néocolonialiste française et occidentale. Il lui en veut parce qu'il est proche de la Fédération de Russie. Alassane Ouattara le dit. Et c'est exactement les raisons pour lesquelles le néocolonialisme français a mis à prix la tête de tous ceux qui contestent son hégémonie en Afrique. Au motif que l'or du Mali doit être géré par la France, l'uranium du Niger doit être géré par la France, le pétrole, le gaz africain doivent être gérés par la France. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cela sont dans la liste rouge. Il faut que nous comprenions cela. Parce que j'estime qu'une bonne part des tragédies qui nous arrivent encore viennent du fait que nous ne l'avons pas encore assez bien compris.
Le président Traoré a parlé d'hiver noir. Mais qu'est-ce que c'est que l'hiver noir? Mais c'est la décapitation complète de la révolution sahélienne. C'est la destruction de ce qui fait l'espérance des Africains aujourd'hui. C'est la volonté de ramener en arrière les 3 étoiles polaires de la libération africaine, afin que les impérialistes occidentaux en général, les impérialistes américains, les néocolonialistes français, reprennent pignon sur rue sur nos affaires en Afrique. Ils veulent à tout prix contrôler l'or de ce pays. Le manganèse, l'uranium, le coltan, le gaz, le pétrole, ils veulent contrôler comme au bon temps des colonies. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les a portraitisés comme étant des haineux, des galvanisateurs du soi-disant sentiment anti-français. On en est venu jusqu'à les considérer pire que les terroristes qu'on finance pourtant, qu'on arme et qu'on médiatise dans les médias occidentaux et notamment français. Rendez-vous compte, moi, qui me tiens devant vous, je n'ai jamais posé un acte de guerre de toute ma vie sur la terre. Mais Emmanuel Macron a ordonné à 2 de ses ministres, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'Intérieur, de me traiter comme un terroriste, en gelant tous mes avoirs et tous mes biens en France. Au motif que je critique la politique néocolonialiste de la France en Afrique. C'est-à-dire que pour un travail de la pensée, un travail de la parole, un travail de la plume, Emmanuel Macron me traite comme on traite les terroristes qui ont assassiné plus de 130 Français au Bataclan le 13 novembre 2015. Emmanuel Macron m'accuse et me châtie avec 3 motifs. Atteinte à la nation française, atteinte à la sauvegarde de la population française, atteinte à la sécurité, à la défense, à la diplomatie de la France. Tout ça avec des livres, des conférences, tout cela avec de la parole et de la pensée. Il faut que vous compreniez à quel point ces gens-là sont haineux, barbares et méchants. Si un intellectuel est traité comme un terroriste parce qu'il conteste l'occupation militaire de son continent natal, parce qu'il conteste l'exploitation et l'escroquerie monétaire du franc CFA, parce qu'il conteste et qu'il critique l'ingérence de la France dans le choix des dirigeants africains, s'il est traité comme cela parce qu'il conteste la répression culturelle contre l'Afrique à travers les idéologies démocratiques, droits de l'homiste et bonnes gouvernementalistes, si on le considère comme un criminel, parce qu'il a des pensées qui libèrent les siens du joug multiséculaire du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme, imaginez alors comment ils traitent, comment ils veulent traiter, comment ils ont traité et comment ils comptent traiter ceux qui portent des armes pour défendre leur pays, comme les présidents Goïta, Traoré Tiani ou leurs compagnons, et on vient de voir le cas du général de corps d'armée Sadio Kamara. Maliennes, Maliens, vous devez savoir que dans le refus de l'Afrique d'être recolonisée par l'OTAN, le Mali a joué un rôle éminent. Et c'est ce rôle éminent qui vaut au Mali de recevoir les coups les plus sévères, les coups les plus brutaux de l'OTAN, du néocolonialisme français et de leurs organisations mercenaires que sont Al-Qaïda et l'État islamique. Premièrement, le Mali a refusé d'héberger le commandement néocolonialiste et impérialiste occidental. Deuxièmement, le Mali a refusé d'accepter le pillage. Le Mali a refusé d'accepter le pillage de ses ressources naturelles par la coalition occidentale et ses proxys algériens qui ont tenté d'instrumentaliser de soi-disant sécessionnistes de l'Azawad dans le seul but d'avoir la même mise sur le faramineux sous-sol du nord malien. Voilà comment le Mali a dénoncé l'injuste et insultant accord de paix d'Alger de 2015 qui n'était ni plus ni moins qu'un accord d'expropriation du Mali de sa souveraineté sur les richesses de sa partie nord. La troisième raison pour laquelle ils en veulent au Mali, c'est que ce peuple a conservé sa personnalité culturelle. Il n'a pas été complètement acculturé comme le sont de nombreux peuples d'Afrique centrale ou même d'Afrique du Nord. Le Mali a résisté au vent dévastateur de la perversité dégénérée, de l'ultra
matérialisme occidental et a continué d'être une terre où les Africains s'enracinent. Souvenez-vous toujours d'une référence que je cite pour vous parler de l'importance culturelle et spirituelle du Mali. C'est le grand poème rédigé en 1946 par l'immense libérateur de l'Angola, le camarade Antonio Agostinho Neto. Leader du mouvement pour la libération populaire de l'Angola, visitant le Mali, il perçut l'importance de Bamako comme capitale de l'enracinement africain, capitale de l'insurrection morale, du sursaut de la renaissance immortelle et éternelle des Africains face à l'oppression. On en veut au Mali parce que le Mali a inspiré le Burkina Faso. C'est la 4e raison. Il a inspiré le Niger. On en veut au Mali parce que le Mali inspire les Africains de ce temps et est la terre à partir de laquelle l'idéal panafricaniste est redescendu très clairement dans le terrain politique après l'assassinat du guide de la Jamahiriya populaire arabe socialiste libyenne Muammar el-Kadhafi en 2011 par la même coalition qui attaque le Mali actuellement. 5e, on en veut au Mali parce que le Mali est le laboratoire de la libération des Africains des dogmes de l'idéologie démocratique occidentale, de l'idéologie droit de l'homiste occidentale et de l'idéologie universaliste occidentale. Le Mali permet de remettre en cause le dogme de l'idéologie démocratique occidentale parce qu'il a montré par sa capacité à obtenir l'assentiment et le soutien du peuple à une politique de libération que l'idéologie démocratique occidentale tournant autour de l'instrumentalisation des constitutions et des élections tournait à vide et ne servait à rien aux Africains. Le Mali a permis aux Africains de prendre conscience que la démocratie qui leur a été imposée par l'Occident est une arnaque. C'est une arnaque d'abord parce que quand la démocratie est née en Occident, les femmes et les esclaves en étaient exclus dans l'Antiquité. Quand la démocratie est née en Occident, ce n'est pas l'élection qui était le mode de choix des dirigeants, mais le tirage au sort. Quand la démocratie s'est développée en Occident avec ce qu'on a appelé le régime représentatif, c'est l'élite bourgeoise, détentrice du capital, détentrice des médias, qui a capté le pouvoir à travers la ruse électorale. Les élections sont un mode de désignation des dirigeants qui privilégient en réalité les mieux organisés, les mieux fournis, les mieux médiatisés et les plus riches contre les plus pauvres.